Mercredi 10 décembre 2014, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans votre morning sur i24 News. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans les 48 heures, l'ancienne ministre de la Justice et chef du parti Atnoua, Tzipi Livni, annoncera son choix politique. Se joindra-t-elle au parti travailliste dirigé par Yitzhak Herzog? Quoi qu'il en soit, les sondages leur prédisent déjà, vous le verrez, un avantage sur le Likoud de Benyamin Netanyahou. Le rapport d'enquête accablant de la CIA américaine a finalement été rendu public hier. Il dénonce des méthodes de torture inefficaces et brutales dont certains n'étaient même pas autorisés par les exécutifs américains. L'agence de renseignement a immédiatement contesté cette synthèse parlementaire. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera au discours des politiciens, cette fois détourné en clips musicaux, programme des phrases chocs des ministres. Vous verrez, ça vaut le détour. Il est 8h à Tel Aviv et j'accueille ce matin Ali Waked. Bonjour Ali, vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe. Également Loïc Essal, bonjour. Vous êtes avocat et député du parti, et membre du parti travailliste. Et puis Maurice Fergan, bien sûr, que l'on retrouve comme chaque matin. Bonjour Maurice, on va faire avec vous d'abord les gros titres de la région, à commencer par le journal Israël Hayom. Exactement, on commence par la presse israélienne. Israël Hayom titre sur le discours prononcé hier par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, à l'université de Bar-Ilan, un discours au cours duquel l'ambassadeur a dit aux Israéliens et peut-être à la direction israélienne: ne vous faites pas d'illusions, au cours des 2 années qui lui restent, Obama pourrait tenter de relancer le processus de paix. Selon l'ambassadeur, en dépit d'un congrès républicain, le président a beaucoup plus de liberté qu'on ne le croit dans la conduite de sa politique extérieure. Le principe de 2 États est important pour Obama, a insisté Dan Shapiro. Israël Hayom de se demander s'il ne s'agit pas d'une ingérence américaine dans la campagne électorale, en dépit d'un engagement pris il y a quelques jours de ne pas intervenir. Alors selon le quotidien, le Dan Shapiro a transmis 2 messages aux Israéliens. Tout d'abord, les intérêts américains dans la région passent avant les intérêts sécuritaires d'Israël. Ensuite, l'alliance stratégique entre Israël et les États-Unis dépend des suites de la politique israélienne. À n'en pas douter, l'administration américaine, affirme Israël Hayom, a les yeux fixés sur le 17 mars. Ah bah oui. On passe au Jerusalem Post qui continue à se poser la question: pourquoi les Palestiniens n'ont-ils pas demandé une adhésion en tant que membre à la Cour pénale internationale? Vous savez qu'en début de semaine, les Palestiniens ont été reçus comme observateurs au sein de cette Cour, et à Jérusalem on réagit, on tente de minimiser ce nouveau statut des Palestiniens en affirmant qu'il s'agit que d'une simple décision administrative sans aucune substance. Alors les Palestiniens ne pourront pas traîner, affirme le porte-parole des Affaires étrangères à Jérusalem, les Israéliens devant la Cour pour crimes de guerre parce qu'ils n'ont pas été reçus comme État membre. Le quotidien se demande donc pourquoi Mahmoud Abbas n'a pas demandé une adhésion pure et simple. 2 réponses. D'abord, les pressions américaines. Obama a tenté de dissuader Mahmoud Abbas de ratifier les accords de Rome et donc l'adhésion à la Cour pénale internationale Et de limiter pour pouvoir relancer le processus de paix. Et ensuite, Mahmoud Abbas craint l'effet boomerang. En étant membre à part entière de l'AE, les Palestiniens pourraient se retrouver eux aussi sur le banc des accusés pour crimes de guerre. Allez, on passe à la presse arabe. Oui, avec le quotidien Sharq al-Wassad qui publie une interview exclusive de Nabil al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe. Alors, selon Nabil al-Arabi, la cause palestinienne a toujours été et sera toujours la priorité de l'organisation depuis sa création en 1945. Aujourd'hui, dit-il, malgré les crises en Irak, en Syrie et en Égypte, la question du statut des Palestiniens reprend le dessus, et surtout après l'opération israélienne dans la bande de Gaza et la reconnaissance de la Palestine par des pays européens. De nombreux pays sont parvenus à la conclusion, dit-il, que les choses doivent changer. Il est inconcevable pour ces États de participer à la reconstruction de la bande de Gaza pour qu'Israël puisse détruire à nouveau ce qui a été reconstruit. Nabil Arabi rappelle que l'aéroport de Gaza avait été inauguré par Bill Clinton en son temps et le port par le président Chirac. Aucun doute, dit-il, qu'à la lumière des développements, un projet de résolution pour un État palestinien sera présenté dans les semaines à venir au Conseil de sécurité des Nations Unies, probablement en cours de 2015, affirme Nabil el-Arabi, puisque la composition du Conseil de sécurité sera alors
plus favorable. Allez, au Liban maintenant. Au Liban, avec L'Orient le Jour qui publie une enquête assez intéressante sur un village libanais qui est pratiquement devenu syrien. Le village s'appelle Khazé, se trouve dans l'ouest de la Beka, et il est difficile, affirme le quotidien, d'y rencontrer un habitant libanais. À l'origine, la ville comptait 10 000 habitants, dont la moitié ont émigré en Amérique latine. Aujourd'hui, il en reste 5 000, et exclusivement des sunnites, pour 26 000 réfugiés syriens qui sont massés aux abords de la ville dans des campements. Alors, les Libanais qui sont restés là affirment que les Syriens, les réfugiés, n'ont pas fui uniquement les djihadistes, ils ont fui le chômage et la misère dans leur pays. Alors, tous les commerces emploient des réfugiés quand les Syriens n'ont pas ouvert leur propre commerce et donc font une sévère concurrence aux locaux qui sont restés sur place. Conclusion, tout le monde s'est appauvri dans le village qui est devenu véritablement sinistré. Et on a parlé, Maurice, du fait que dans le système d'éducation libanais, surtout dans la section primaire, les étudiants réfugiés syriens sont devenus plus nombreux que les étudiants libanais. Libanais eux-mêmes, bah oui, c'est ce qui arrive dans ces villes qui accueillent tellement de réfugiés. Maurice, on va terminer avec ce fameux rapport du Sénat sur les méthodes musclées de la CIA après le 11 septembre, oui, rapport dont on parlera d'ailleurs plus en détail en deuxième partie. Oui, le rapport du Sénat fait la une du quotidien Haaretz. C'est un rapport du Sénat américain qui affirme que la CIA a menti à la Maison-Blanche concernant la politique de torture exercée depuis les attentats du 11 septembre. Un rapport de 6000 pages sur les pratiques de l'agence de renseignement américaine et ses méthodes contre les militants d'Al-Qaïda détenus dans des centres secrets en Europe et en Asie. Alors, je vous passe les détails, mais le quotidien affirme que des actes assez répréhensibles ont été commis, notamment des tortures avec des manches à balai, des chocs électriques, et surtout la technique du waterboarding, des noyades simulées qui permettrait de retirer des informations de ces terroristes soupçonnés d'activité. Le pire, c'est que le rapport du Sénat affirme que ces activités terroristes, ces activités de renseignement ont été pratiquement inefficaces puisque très peu de renseignements ont été récoltés. Ça vous étonne, Ali Waked, ce rapport de la CIA sur la méthode de torture, ou les méthodes en tout cas très musclées du service des renseignements américains? Non, pas du tout, Eleonore. On se souvient toujours des photos qu'on a vues aux prisons d'Abu Ghraib à l'Irak et à plusieurs reprises. Ce n'est pas nouveau. La question de l'efficacité, à mon avis, c'est la plus importante, et le fait que les chefs du CIA ont essayé de cacher la vérité à l'exécutif américain, mais le fait que le djihadisme fleurisse dans le monde arabe et le monde musulman prouve que les moyens américains employés pour essayer d'investiguer, pour essayer d'arrêter les militants n'ont pas réussi. Pourquoi avoir décidé de relayer en fait aujourd'hui, Loïc Hassan, à votre avis, pourquoi avoir décidé de relayer ce rapport aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement politique ou est-ce qu'il y a un vrai désir de transparence? Non, je pense que le monde il bouge à transparence totale dans toutes les choses. Institutions américaines, en tout cas. Bien sûr. Une tentative, en tout cas, de transparence. En plus, je pense que des tortures peuvent être efficaces, et ils ne sont pas efficaces quand la personne n'a rien à faire avec le terrorisme, mais quand la personne est là et elle est un terroriste et un terroriste idéologique, alors la seule façon de sortir les renseignements, c'est avec des tortures. Avec ce genre de méthode. Oui. On va y revenir en deuxième partie, mais pour le moment, nous allons joindre notre correspondant qui se trouve à Jérusalem, Daniel Haïk. Daniel, un vote à bulletin secret doit avoir lieu aujourd'hui entre les membres du Likoud pour décider de la date des primaires, une date que Benyamin Netanyahou voudrait plus tôt que prévu. Hier, les membres du Likoud se sont réunis et ont clairement accusé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou d'avoir causé du tort au parti. Et la question qui reste en suspens ce matin, c'est bien sûr Gideon Saar. Est-ce qu'il se présentera ou pas face à Benyamin Netanyahou? Alors, ces élections anticipées, Daniel, est-ce que c'est une tentative d'éviter tout rival pour Benyamin Netanyahou? Alors, vous parlez des élections au sein du comité des élections primaires, effectivement. Alors, les élections primaires
Eh bien, on saura ce soir, à l'issue de ce vote des 3500 membres du comité central, ce vote à bulletin secret, effectivement, quels sont les rapports de force à l'intérieur de ce comité central, et cela permettra de nous donner un indice sur les rapports de force au sein du Likoud. Ce vote sera important si les membres du comité central, qui effectivement ont un long contentieux avec Binyamin Netanyahou, puisque c'est lui qui historiquement a privé les membres du comité central du pouvoir le plus important qu'ils avaient, c'est-à-dire de déterminer la liste électorale, la composition de la liste électorale, ce qui avait suscité à l'époque de nombreuses tentatives de corruption des candidats à cette liste électorale. Alors, il y a un vieux contentieux donc entre Binyamin Netanyahou et les membres du comité central. Si ces membres du comité central acceptent la proposition de Binyamin Netanyahou de devancer les élections primaires au 31 décembre d'une semaine et également de modifier la composition, la forme d'élection, de formation de la liste électorale du Likoud aux prochaines élections, parce que Binyamin Netanyahou veut pouvoir insérer dans cette liste certains de ses proches qui pourraient lui permettre d'équilibrer cette liste afin qu'elle ne soit pas aussi hostile que celle qui a été présentée aux précédentes élections. Alors, si effectivement les membres du comité central votent en faveur de Binyamin Netanyahou, cela signifiera que le président du Likoud, le Premier ministre, conserve un poids important au sein des instances du Likoud. Sinon, eh bien, cela donne à Gideon Sa'ar un indice qui lui permet d'envisager une candidature aux élections primaires. Donc, face à Binyamin Netanyahou, cela signifiera que le pouvoir de Binyamin Netanyahou est fortement entamé dans les instances du Likoud. Est-ce que justement vous pensez justement Gideon Sa'ar a d'abord une chance de remporter ses primaires contre Binyamin Netanyahou, et si oui, est-ce que ça pourrait en quelque sorte sauver le Likoud ou en tout cas redonner un second souffle à ce parti? Écoutez, d'abord, Gideon Sa'ar a des chances. Certains l'affirment, effectivement. Il semble que le ressentiment à l'intérieur, non seulement à l'intérieur du comité central, mais dans l'ensemble des membres du Likoud envers Binyamin Netanyahou est très fort. On ne l'a peut-être pas mesuré suffisamment par rapport à l'issue de la guerre à Gaza. Beaucoup de gens reprochaient à Binyamin Netanyahou sa position trop attentiste, pas assez ferme envers le Hamas. Et donc, par exemple, il pourrait y avoir un sursaut de contestation, une forme de contestation à travers Gideon Sa'ar. Et si Gideon Sa'ar sent qu'il a la capacité de vaincre Binyamin Netanyahou, il pourrait donc revenir. Est-ce que cela permettra au Likoud d'être plus solide? Les sondages affirment que Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar feraient obtenir au Likoud quasiment le même nombre de mandats, autour d'une vingtaine de mandats. Donc pour l'instant, en tout cas, cela ne serait pas déterminant au niveau national. D'accord. Merci beaucoup, Daniel Haïk, en direct de Jérusalem. Autre chamboulement dans l'échiquier politique, c'est bien sûr ces 48 heures au cours desquelles Tzipi Livni, l'ancienne ministre de la Justice et chef du parti Atnoa, devra décider si elle rejoint ou pas le parti travailliste dirigé par Yitzhak Herzog. Cette alliance entre Atnoa de Tzipi Livni, qui est un parti plutôt centriste, et le parti travailliste, est-ce qu'il a une chance, si cette alliance est faite, est-ce qu'il a une chance devant Binyamin Netanyahou de constituer une alternative au Likoud de Binyamin Netanyahou? Oui, exactement. Je crois que ce qu'on a vu dans les sondages hier et aussi aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus une alternative. Et en plus, elle n'a pas de choix. Ils n'ont pas de choix, les deux. C'est inéluctable de courir ensemble et rejoindre les forces. Parce que, comme en 2009, quand il y avait des élections Bibi au Tzipi, aujourd'hui, maintenant, ils vont être des élections Bibi au Bougie. Et on doit se rappeler qu'en 2009, Tzipi Livni, elle a eu 28 sièges et Netanyahou a eu rien que 27 sièges. Mais avec le système politique israélien, c'est lui qui est devenu Premier ministre. Alors, la route, elle est encore longue et difficile. Et en plus, le jeu, il commence après les élections. Les élections, c'est le commencement. Première étape. Oui, exactement. Et après, on a les négociations politiques et coalitions. Et à la fin, il y en a un gouvernement. Alors, pour les personnes qui aujourd'hui pensent que peut-être Netanyahou il a perdu, ou Herzog il a gagné, c'est rien que le commencement de la route.
Et la deuxième chose qu'elle peut arriver, c'est des autres partis qui joindre leurs forces, et comme Lieberman et peut-être Lapid, ou Kahlon et Justement, Lieberman. vous dites, ces bougies, donc Yitzhak Herzog ou Benjamin Netanyahu, c'est en tout cas ce que veut faire croire Yitzhak Herzog. Il veut constituer une alternative. C'est les sondages, pour le moment, c'est les sondages. Donc Yair Lapid, dans tout ça, finalement, quel rôle il va avoir dans ces élections? À mon avis, Yair Lapid, d'abord, on ne peut pas savoir. Vraiment, on ne peut pas savoir. Mais à mon avis, Yair Lapid, il va être beaucoup plus faible de ce qu'il est... Aux dernières élections. Non, même de ce qu'il est dans les sondages maintenant. Ça veut dire, déjà, on sait qu'il a perdu 50% de ses sièges. Et à mon avis, après le campagne et les élections, il va perdre encore plus. Peut-être il ne va même pas rentrer à la Ce serait quand même un peu probable. En tout cas, c'est selon le scénario, Tzipi Livni rejoindrait effectivement le Parti Travail. Ce n'est pas encore sûr à 100%. C'est 100% sûr, parce que d'après le public, maintenant, ils vont ensemble. Si jamais un d'eux, il va décider de ne pas rejoindre l'autre, ils vont descendre dans les sondages à un niveau dangereux même peut-être pour entrer à la Knesset. En tout cas, Tzipi Livni a fait 4 partis, 4 partis politiques. Vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence entre ces alliances? On parle du Parti travailliste qui va prendre dans ses rangs et Tzipi Livni Atnoa et Kadima Shaul Mofaz, qui étaient des partis de centre-droite. C'est cohérent? Regardez, à l'époque, il y avait des teams de football et les joueurs, ils ne pouvaient pas changer des équipes. Parce que si tu étais Maccabi Tel Aviv ou Hapoel Tel Aviv, c'est tout, c'est pour toute ta vie. Oui, mais là, c'est pas du foot, là, c'est plus... C'est de la politique quand même, dans la politique, c'est devenu, comme aujourd'hui en foot, c'est devenu la même chose. Le politicien, il a son branding, il a son niveau public, et il peut changer des équipes. Mais justement, est-ce que ça ne va pas entacher à son image publique de se pas du tout. corrompre avec des partis plus à droite, plus au centre? Pas du tout, parce que la raison qu'ils ont un sondage comme ça bon, c'est parce que 1 et 1 dans la politique, des fois ça peut donner 10 et des fois ça peut donner 0. Ça dépend comment tu joins les partis. Et Aliwa, qu'est-ce que vous pensez de cette alliance, si elle a lieu entre Tzipi Livni et Yitzhak Herzog? En tant que quelqu'un qui souffre d'un passage d'un joueur de foot de Hapoel Tel Aviv à Maccabi Tel Aviv, je peux dire que les Palestiniens suivent avec beaucoup d'attention et de prudence de ne pas être trop impliqués dans cette campagne électorale. La question, c'est dans tous les sondages, même si le Parti travailliste avec Tzipi Livni ou sans Tzipi Livni, avec Mofaz ou sans Mofaz, devance le Likoud, le bloc de la droite reste plutôt gagnant. J'imagine pas les ultra-orthodoxes joindre leurs forces avec le Parti travailliste dans un bloc où il y a Yesh Atid, Yair Lapid. Ils ont quand même dit qu'ils considéraient cette option de rejoindre Yair Lapid, que c'était pas complètement exclu. Là, ils disent ça, vous savez, parce qu'il y a pas mal de tensions électorales entre Shas et le Likoud, par exemple, qui se battent sur le même électorat. Mais je vois très mal, et Kahlon, je vois très mal Shas et Yahdout HaTorah joindre une coalition où Yesh Atid fait partie, surtout si cette coalition est de centre-gauche. Maintenant, la question, c'est, vous savez, ce qui est très intéressant dans cette revue de Maurice, c'est avec laquelle il a commencé, Daniel Shapiro. L'ambassadeur américain ne rate aucune occasion de parler au public israélien au-delà des têtes des dirigeants israéliens. Il y a une campagne jointe entre Européens, Américains, Palestiniens et Arabes pour voir Benjamin Netanyahu. Oui, mais ça sert Netanyahu. Pour voir Benjamin Netanyahu remplacer. Maintenant, cette campagne est très prudente pour ne pas servir la campagne de Benjamin Netanyahu. Il y a un langage très diplomatique dans ce qu'a dit Daniel Shapiro. On verra, je parlerai plus tard d'une conférence de presse qu'a fait hier Saeb Arikat, où il a appelé les Israéliens, les électeurs israéliens, à choisir un dirigeant qui plutôt
prendra le chemin vers une cohabitation et de la paix entre Israéliens et Palestiniens, sans mentionner quel est le candidat préféré sur les Palestiniens. Donc finalement, que ce soit au sein du Likoud, dans l'opinion publique israélienne, dans les partis de gauche ou à l'extérieur, on veut faire tomber Benjamin Netanyahou, c'est ce qui ressort de ces élections. C'est ça la vraie chance de Herzog de devenir Premier ministre. Vous pensez qu'il a vraiment ses chances, Yitzhak Herzog, de devenir Premier ministre? Oui, il a une grande chance parce que lui, il est ultra-orthodoxe et peut faire une alliance. Kahlon aussi ne veut pas Netanyahou comme Premier ministre. Alors, si les ultra-orthodoxes vont avec Herzog après les élections, et aussi Kahlon, c'est tout. C'est la fin de Netanyahou comme homme politique. Maurice Ça va être très intéressant de voir Kahlon décider est-ce que c'est Herzog le gauchiste ou est-ce que c'est un ancien allié qui appartenait quand même au Likoud et qui est un ministre important au sein du Likoud. Maurice Fergan, dites-moi. Je pense que Herzog effectivement a des chances tant qu'on parle de tactique. Pour le moment, on est uniquement dans des questions de tactique. Qui va aller avec qui pour avoir le plus de sièges au Parlement? Dès le moment où on va parler de contenu, là, les choses risquent de changer parce que ça va être ça le fond de la campagne. Benjamin Netanyahou essaye d'en faire une campagne personnelle. Moi, j'ai. Et Herzog, lui, pour le moment, s'occupe de questions tactiques. Mais dès le moment où il va falloir définir son programme et sa vision de l'État d'Israël, les choses risquent de changer. Alors là, ça peut coincer. Vous êtes d'accord? Oui. Après, Netanyahou toujours été dans le public israélien monsieur sécurité. Mais après la guerre de l'été, Yitzhak Herzog essaie de récupérer d'ailleurs cette image de sécurité en engageant des gens justement sécuritaires, des personnalités sécuritaires fortes. Bien sûr, c'est pour ça qu'il essaye, et à mon avis, il va réussir aussi à porter Shaul Mofaz, qui était chef de l'armée, aussi dans le parti du parti Kadima Oui, chef du parti Kadima qui va rejoindre aussi le parti travailliste pour les élections. Et à la fin, Herzog va être le chef d'un parti qui a aussi un niveau de sécurité, aussi un niveau de international diplomatie. Et à la fin, il a une vraie chance. Et la plus importante chose qu'il a, c'est sa possibilité de faire les tactiques, comme il a dit Maurice, après les élections. Éléonore, moi, ce que je vois maintenant, ça me rappelle, c'est vrai ce que Maurice dit qu'on parle trop de tactique, mais ça me rappelle exactement la campagne électorale de 99. C'était la dernière fois où le centre-gauche a remporté. C'était quand un leader travailliste a fait apporter des stars du centre-droite, et Ehud Barak a fait apporter Yitzhak Mordechai, qui faisait partie du Likoud, David Levy, qui faisait partie du Likoud, Yitzhak Mordechai, c'est cette fois-ci Shaul Mofaz, un homme de centre-droite avec une étiquette militaire trop forte, et Tzipi Livni, qui était, on peut le dire, la remplaçante de David Levy, une membre fondatrice du Likoud, joindre le Parti travailliste. Donc il y a un dynamisme qui peut faire de sorte que l'opinion publique se demande est-ce que tout le monde a tort d'accuser Benjamin Netanyahou dans la situation dans laquelle se trouve Israël, sur le plan interne et sur le plan extérieur. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de ces élections. On a jusqu'au 17 mars, je vous le rappelle, mais on va passer à un autre sujet, c'est l'Irak. Et c'est le changement de stratégie américaine en Irak. Vous le savez, les Américains sont engagés dans la lutte contre l'État islamique et ils pourraient augmenter leur aide envers les troupes irakiennes. C'est en tout cas ce que l'on va voir tout de suite dans ce sujet. On en reparlera juste après. Une route qui témoigne de la violence des combats entre l'État islamique et l'armée irakienne et un discours clair. Les forces sont engagées dans un combat sans relâche contre l'organisation djihadiste. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre irakien de la Défense Khaled al-Obeidi en visite dans la province de Salahuddin au nord de Bagdad. Car les djihadistes continuent de gagner du terrain dans le pays et se rapprochent dangereusement de la capitale. Une progression inquiétante pour le ministre qui l'impute notamment à un manque de coordination suffisante avec les États-Unis, véritable fer de lance de la coalition. Le niveau d'activité est inférieur au niveau requis. Selon mes informations, la coalition menée par les États-Unis aurait pu faire plus. Les raids aériens auraient pu permettre de toucher plus de cibles. Je crois qu'elle aurait pu affaiblir les capacités de l'État islamique de 70 à 80% si elle avait déclenché plus de raids. Un appel pressant qui fait écho à la visite du secrétaire américain à la Défense ce mardi.
Chuck Hagel est arrivé à Bagdad pour rencontrer le Premier ministre Haïdar el-Abadi et il l'a réaffirmé, des progrès solides ont été faits. Les forces de sécurité irakiennes, les Peshmerga, garantissent la sécurité du territoire irakien en collaboration avec la coalition et les États-Unis. Elle leur a donné une nouvelle impulsion, une organisation, une structure. Les forces irakiennes ont pris des initiatives, elles continuent de le faire. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous devons faire des efforts à long terme. C'est difficile, il y aura des revers et il y aura des victoires. Un discours rassurant qui peine pourtant à convaincre complètement les responsables irakiens qui réclament plus d'armes et de raids aériens pour freiner la progression de l'État islamique. Les désaccords semblent donc de plus en plus profonds entre Bagdad et Washington, mais Chuck Hagel vient d'annoncer que la coalition internationale s'apprêterait à envoyer 1500 hommes supplémentaires en Irak. Effet d'annonce ou engagement durable, la lutte contre l'État islamique semble en tout cas loin d'être gagnée. Voilà, on voit que les Américains vont envoyer 1500 experts en Irak. Est-ce que ça fait partie d'un changement de stratégie des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique, Ali ? Ça peut faire un début d'un changement, mais pour le moment, on ne voit pas vraiment un changement dans la stratégie américaine, sans qu'il y ait des troupes sur les sols qui se battent aux côtés de l'armée irakienne et des autres forces terrestres, les Kurdes et autres, contre l'État islamique. Je vois très mal un vrai changement dans le curriculum de cette confrontation. Ce qui est dominant pour le moment, c'est le status quo entre l'État islamique, entre les forces internationales. La coalition internationale réussit dans un point, l'État islamique récupère un autre point ailleurs, donc il n'y a pas un vrai changement. Et c'est d'ailleurs le doute dans la région que les Américains commencent à tomber amoureux avec ce status quo qui commence à servir. Statu quo, mais en même temps, l'État islamique gagne du terrain au Moyen-Orient, notamment en Libye et même en Jordanie. Donc c'est pas vraiment un statu quo. Et pourquoi vous ne mentionnez pas le Sinaï? Pourquoi vous ne mentionnez pas le nord du Liban et certaines parties dans le sud du Liban? Il faut changer de perspective. C'est une guerre face au djihadisme, face à l'État islamique, qui ne se réduit pas à la Syrie et à l'Irak. C'est une guerre qui envahit toute la région, et avec de médicaments qu'on donne ici et là-bas, on ne peut pas vraiment traiter un cancer. Merci beaucoup Ali Waked, merci Loïc Assal et Maurice Fergan d'avoir été avec nous. Restez sur i24 News, à suivre, on reparlera du rapport sur la CIA et des méthodes controversées pratiquées par cette agence de renseignement. Le rapport dénonce, je vous le rappelle, des techniques brutales et inefficaces. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Tout de suite aux États-Unis avec cette polémique suite à la publication d'un rapport du Sénat sur des méthodes musclées utilisées par l'agence de renseignement américaine, la CIA, dans la guerre menée contre Al-Qaïda. Un rapport qui détaille les méthodes donc utilisées par ces agents, dont un recours à la torture dans l'ancienne administration Bush. On regarde ce sujet signé Julia Ganancier, on en reparlera juste après. C'est un sujet sensible qui risque de faire du bruit. La sénatrice développe froidement les méthodes de torture utilisées par la CIA, des méthodes qui font froid dans le dos, simulation de noyade, gifles, coups, soumission à des températures glaciales, obligation de se tenir dans des positions douloureuses pendant de longues périodes, privation de sommeil, la liste est longue. Même si nous devions mettre de côté les arguments d'ordre moral, notre rapport présente un examen méticuleux et détaillé de ces dossiers. Il démontre que les méthodes d'interrogatoire coercitives n'obtiennent pas les renseignements vitaux que la CIA prétend ne pas pouvoir tirer autrement. En janvier 2009, Barack Obama avait aboli officiellement ce programme d'interrogatoire. Début août, il avait reconnu que les États-Unis avaient franchi une ligne rouge lors de ces techniques d'interrogatoire et qu'il était temps de jouer la transparence. Ce soir, le président dénonce des méthodes contraires aux valeurs des États-Unis et promet de tout faire pour qu'elles ne soient plus jamais utilisées. L'agence du renseignement américain a reconnu qu'elle avait commis des erreurs en utilisant la torture comme méthode d'interrogatoire, mais insiste sur le fait que cela avait permis d'empêcher d'autres attentats après le 11 septembre.
De nombreux républicains dénoncent la publication d'une enquête qu'ils jugent biaisée et dont la réalisation aurait coûté 40 millions de dollars aux contribuables américains. Le sénateur républicain Marco Rubio, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2016, voit le rapport d'un mauvais œil. Pour lui, il n'est ni sérieux ni constructif et sa publication est imprudente et irresponsable. Car l'autre crainte soulevée avec la publication de ce rapport est qu'il suscite une flambée de sentiments anti-américains. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place autour des installations diplomatiques et des bases militaires américaines ce mardi. Le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA avait été autorisé secrètement par l'administration de George W. Bush en 2002. Dans la guerre contre le terrorisme, la CIA est l'un des outils les plus cruciaux pour notre défense. Un terroriste capturé a des informations sur un complot contre notre patrie. Nous avons besoin de savoir ce qu'il sait. Mais très vite, des rumeurs apparaissent sur le recours à de mauvais traitements ou de la torture, d'abord à Bagram en Afghanistan. Bilan ravageur, le rapport estime que ces interrogatoires musclés n'ont pas permis d'obtenir des renseignements cruciaux, notamment pour retrouver la trace d'Oussama Ben Laden, tué en 2011 au Pakistan lors d'un raid de commandos américains. Voilà, on va reparler à présent de ce rapport sur la torture de la CIA dont la publication a été annoncée il y a plusieurs mois et ça vaut le détour, hein, c'est riche en informations, Betsabé. Oui, pour cause, hein, c'est plusieurs centaines de pages et encore, ça ce n'est que la synthèse à laquelle le public a accès. Le rapport lui-même est un pavé de 6000 pages et il est à la hauteur de la polémique qui l'a précédé. Éléonore, les médias l'avaient annoncé, c'est un rapport accablant, dit aujourd'hui à Libération, qui explique l'agence d'espionnage a torturé en vain. Le Monde, lui, offre les 20 conclusions du rapport. Alors, parmi elles, les méthodes n'ont pas été efficaces. Encore une fois, les interrogatoires des détenus ont été brutaux et pires que la présentation qui en a été faite aux responsables politiques, tout comme les conditions de détention. Et quant aux techniques d'interrogatoire, eh bien, elles n'avaient pas été autorisées ni par le ministère de la Justice, ni par la direction de l'agence. Donc, indignation générale, comme en Grande-Bretagne aussi, où les agents de la CIA devraient être poursuivis pour leur méthode. Écrit le Times, des agents qui parfois ont versé des larmes, témoins des privations de sommeil d'hommes nus et enchaînés pendant des semaines. En Italie, la Stampa écrit « La CIA a trompé la nation », soulignant que ces pratiques effectuées par ces 007 n'ont pas sauvé les vies comme la CIA a pu le prétendre. M'a rejoint ce matin également Rafal Yerouchami. Bonjour, vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. J'aimerais vous demander, est-ce que c'est possible que l'exécutif américain n'ait réellement pas été au courant de ce qui se passait, de ces méthodes musclées de la CIA? D'une part, c'est tout à fait possible. Il y a aujourd'hui, de par le monde, d'autres sites de détention et de torture de prisonniers que les Américains possèdent en Afghanistan et dans d'autres endroits. Qui ont été créés à partir après les attentats du 11 septembre. Donc je ne suis pas certain que l'exécutif les connaisse tous et sache ce qui se passe à l'intérieur. Certains sont classifiés top secret. Ceci étant, Guantanamo, justement, ça c'est une autre histoire. Ce sont les politiciens qui ont créé Guantanamo. Ce sont les mêmes politiciens aujourd'hui qui veulent le fermer. Mais en fait, après 9/11, c'est l'opinion publique, la peur des Américains d'avoir d'autres attentats sur leur sol qui a dicté à la politique américaine d'ouvrir ce Guantanamo et d'appliquer des méthodes dans l'espoir, à l'époque en tous les cas, inverse de ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'espoir de prévenir de nouveaux attentats, d'obtenir des renseignements le plus rapidement possible quant aux cellules qui préparaient les attentats, surtout sur le sol américain. Alors 13 ans après ces attentats du 11 septembre, comment ce rapport a été perçu aux États-Unis? Alors bien sûr, c'est l'information principale aujourd'hui. Alors le Washington Post, le quotidien de la capitale, affirme notamment qu'en dépit de ce portrait sinistre de la CIA, des techniques de la CIA, eh bien, ces révélations n'auront
pas d'impact sur le pouvoir de l'agence. Pourquoi ? Eh bien, le quotidien explique que ce n'est pas le premier scandale, tout simplement, qui frappe la CIA. Vous avez eu, bien sûr, le scandale du Watergate, l'invasion de la baie des cochons à Cuba. Ainsi, même si, je cite, les abus et la malhonnêteté dans le traitement brutal des suspects terroristes qui sont dénoncés aujourd'hui vont faire surgir, bien sûr, plusieurs questions. Eh bien, la CIA s'en sortira, une fois de plus, largement intacte. Ça, c'est le point de vue du Washington Post. Et pourtant, ce rapport révèle des horreurs. C'est ce que la presse souligne comme le titre, le Time américain, comme la mort d'un détenu enchaîné par terre, victime d'un froid extrême. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi une très, très longue liste. Alors, fonctionne-t-elle cette torture ? On revient systématiquement sur cette question. L'efficacité. Exactement. Est-ce que finalement, elle a été importante, cette torture ? Est-ce qu'elle a été utile ? C'est la question que se pose le New York Times. Encore une fois, réponse négative. Le comité d'investigation démonte les allégations de la CIA selon lesquelles ces méthodes de torture ont permis de déjouer des complots, d'arrêter des terroristes. Avec cet exemple, parmi d'autres, l'arrestation de Ben Laden, la capture, plutôt le meurtre de Ben Laden, sa capture n'aurait pas été permise par la torture, mais par des interrogatoires beaucoup plus conventionnels, en fait. On en reparlera avec vous, Raphaël Yerushalmi, dans un instant, de l'efficacité de ces méthodes. Mais avant, on va tout de suite rejoindre par téléphone Christian Mallard, notre consultant en questions internationales. Christian Mallard, bonjour. Pourquoi, d'abord, avoir choisi de relayer ce rapport maintenant ? Écoutez, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pour moi, si vous voulez, j'ai du mal à ne pas penser qu'il s'agit quelque part d'un règlement de compte politique. Parce que je voudrais quand même vous rappeler que ce rapport a été diligenté par la patronne du comité de renseignement au Sénat américain, la fameuse, célèbre et puissante Dianne Feinstein, qui est quand même démocrate. C'est une enquête qui a été diligentée par uniquement des démocrates. John Kerry voulait s'opposer à la publication de ce rapport à un moment où, en effet, on le voit bien, les Américains sont toujours engagés dans une guerre contre l'État islamique, contre Daesh, avec un certain nombre de pays arabes, en effet, de la coalition, pays du Golfe en particulier. Et donc, tout ça peut poser un certain nombre de problèmes avec des risques de représailles, en effet, contre les ambassades, les intérêts américains dans le monde. Si j'ai bien compris, les Américains commencent à juste titre à renforcer leur sécurité autour de leur base militaire. Il y a des risques d'attentats, il y a un risque accru d'attentats, sans doute aussi une ultra-radicalisation d'un certain nombre de mouvements arabes qui sont déjà très remontés contre la politique américaine au Moyen-Orient. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est quand même un peu irresponsable d'avoir sorti ce rapport au moment même où les Américains sont impliqués dans des actes très sensibles au Moyen-Orient. Alors justement, est-ce que vous pensez que ce rapport peut avoir un impact quelconque sur les méthodes d'action par exemple, dans la lutte contre l'État islamique, contre Daesh ? Écoutez, je ne suis pas sûr. Quand Obama nous dit en effet que tout ce qui s'est passé, ce sont des principes contraires aux valeurs des Américains, que cela ternit l'image des États-Unis, est-ce que la CIA va changer ses méthodes ? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je note quand même une chose, c'est qu'encore une fois de plus, c'est l'ère George W. Bush qui est en cause. Je ne comprends pas pourquoi M. Bush n'a pas été mis au courant de ce programme de torture au-delà de l'entendement seulement 5 ans après sa mise en application. C'est vrai que les Américains sont sortis du traumatisme à ce moment-là des attentats du World Trade Center, mais je pense que tout ça est très très mauvais pour les États-Unis qui commettent beaucoup d'erreurs stratégiques et en particulier, je vous le disais tout à l'heure, John Kerry s'opposait à la publication de ce rapport aujourd'hui même. Et ça, les démocrates au-dessus de lui ont voulu le faire. Mais encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de vérité là-dedans, c'est clair. Mais ça sent aussi le règlement de compte politique à 2 ans, je vous le rappelle, Éléonore, à 2 ans de l'élection présidentielle américaine, où il y a un certain Jeb Bush qui pourrait être candidat à la présidence. Merci beaucoup Christian Mallard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Raphaël Yerushalmi, on reparle de l'efficacité ou de l'inefficacité de ces méthodes. Comment est-ce qu'on peut juger finalement si elles ont été inefficaces ? Malheureusement, on peut juger que d'après les résultats, c'est-à-dire après avoir torturé les prisonniers. La vérité, l'efficacité de la torture, c'est un dilemme qui se pose depuis toujours par ceux qui l'utilisent, mais il faut bien se rendre compte que on ne peut pas imaginer
que des centaines Je suis d'agents... désolée, Monsieur Rouget, mais je vais devoir vous couper parce que nous avons les images en direct de l'arrivée de l'ex-otage, le dernier otage français, Serge Lazarevitch, qui vient d'atterrir en France. Vous allez le voir dans quelques secondes en sortir de cet avion qui le ramène du Niger. Je vous rappelle que Serge Lazarevitch avait été enlevé au Mali en 2011 par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb. Il avait été tenu captif pendant 3 ans. Voilà, on va voir. Voilà, le voici, Serge Lazarevitch, en compagnie de sa fille qui est venue le chercher au Niger. Il a été ramené par la France. Avec des représentants du Quai d'Orsay également applaudis par donc, des représentants français. On le voit plutôt heureux sur ces images, plutôt content, soulagé d'être revenu. François Hollande aussi. François Hollande qui s'est félicité du fait qu'il s'agissait du dernier otage français, je vous le rappelle, à être donc libéré. Dernier otage français, Serge Lazarevitch, un grand moment pour la France et une victoire pour François Hollande. Il devrait d'ailleurs donner une conférence de presse dans les heures qui suivent et il sera mené également dans un hôpital militaire pour être suivi. Mais il a l'air en forme, qu'est-ce que vous en pensez? Il a plutôt l'air, pour quelqu'un qui a passé 3 ans en captivité, il est accompagné d'ailleurs du président français François Hollande et de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Il a plutôt bonne mine, Betsabé. Oui, mais surtout, apparemment, il a témoigné hier. Apparemment, on a dit dans la presse hier qu'il était en plutôt bonne forme, en tout cas relativement, après 3 ans de captivité. On va avoir certainement des bilans de santé beaucoup plus précis dans les heures qui viennent. La France est soulagée d'être débarrassée du poids de ses otages. Il n'y a plus d'otages français à l'étranger. C'est comme une victoire pour la France, Raphaël. Oui, c'est surtout bien pour François Hollande. Ça va peut-être enfin remonter sa cote de popularité. Attendez, il n'y a pas encore la polémique sur les conditions de la libération. Alors, on n'en est pas là. Là, hier, on a été bombardé de portraits de Lazarevitch dans la presse. Maintenant, on va avoir toute la polémique sur les conditions de la libération. Comment ça se passe, justement, ces libérations d'otages, Raphaël? Il va y avoir une prise d'otages très prochainement d'un autre Français. Ah bon? Oui, je pense que les mouvements islamistes ne vont pas vouloir demeurer en reste. C'est comme une victoire de l'Occident contre le dernier otage. Donc, à mon avis... Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on pourra en savoir plus sur les conditions de libération de Serge Lazarevitch? On ne peut pas en savoir plus parce que les Français ne vont pas nous le dire. Non, ça c'est... Je suppute qu'il y a des sommes d'argent qui sont versées. Échange de prisonniers, peut-être? On en parlait hier dans la presse française. Oui, les échanges de prisonniers aussi. On peut critiquer ces versements d'argent aux organisations terroristes pour libérer des otages. Ça donne un mauvais exemple, côté, finalement. Il faut quand même bien les libérer, ces otages. Et le fait qu'on ne veuille pas l'admettre ou le rendre public, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer donc à donner de l'argent sous la table quand c'est possible. On voit ces images aux kidnappeurs pour libérer les gens, tout en disant que ça n'a pas été fait ou en refusant d'admettre. On revoit ces images de Serge Lazarevitch entouré de Jean-Yves Le Drian et de François Hollande, ravi de son retour. On le voit très souriant, aux côtés d'un président français également souriant, et qui devrait donner une conférence de presse dans quelques minutes. Alors Serge Lazarevitch avait été donc capturé en 2011. On le voit, voilà, des retrouvailles très émouvantes. Serge Lazarevitch, un membre de sa famille. Voilà, je vous laisse découvrir ces images en direct de Serge Lazarevitch qui vient d'atterrir sur le sol français et qui retrouve des membres de sa famille. Il est accompagné du président français et du ministre français de la Défense. Voilà ces images très émouvantes du dernier otage français. Il avait été capturé donc au cours d'un voyage d'affaires, mais on le soupçonnait d'activité d'espionnage également. Donc Serge Lazarevitch d'origine serbo-française. Voilà. On va se quitter sur ces images et puis vous retrouverez Sarah Gaudron dans un instant qui vous parlera de Serge Lazarevitch et de cette libération donc pour ce dernier otage français. Nous on se retrouve dans quelques minutes juste après le journal. À tout de suite.
12 à Tel Aviv et nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Yerushalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens, et de Betsabé Salem. Alors on l'a vu il y a quelques instants, Serge Lazarevitch, le dernier otage français, est arrivé il y a quelques minutes en France. Il atterrit sur le sol français et on le voit enlacer le président français François Hollande. Enfin, non, là, il s'agit d'un membre de sa famille, mais on l'a vu aux côtés de François Hollande il y a quelques minutes et du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. François Hollande qui paraissait très heureux d'accueillir ce dernier otage français. Voici les images en direct. Serge Lazarevitch s'apprête à parler. Là, on va peut-être entendre le président français dire quelques mots. Voilà, avec, vos compagnons on l'écoute. Je pense notamment à Philippe Verdon. 3 ans. Vous avez été enlevé, capturé, emmené, et ce fut une épreuve. Elle est terminée. Vous êtes là, avec vos proches, votre famille, et vous êtes de retour. C'est une joie que de vous accueillir, parce que depuis 3 ans, en tout cas pour ce qui me concerne depuis 2 ans et demi, lorsque je suis devenu président de la République, je m'étais donné comme objectif de pouvoir libérer tous les otages. Certains n'ont pas pu l'être. Ils ont été tués. Ils sont morts. Et puis vous, vous êtes là. Je veux dire aussi que c'est une joie pour le peuple français, parce qu'il n'y a plus aucun otage français dans aucun pays du monde, même si nous n'oublions pas tous les autres otages étrangers. Je veux remercier le président Issoufou, président du Niger, le président Keïta, président du Mali, parce que ce sont eux qui ont œuvré avec nos services pour que vous puissiez être là, chez vous, avec vos proches. Je veux les remercier parce qu'ils ont multiplié les contacts, ils ont fait en sorte de pouvoir faciliter et ensuite obtenir votre libération. Je veux aussi dire que nos soldats au Mali ont fait un travail et font encore un travail extraordinaire. Le ministre de la Défense ici peut en témoigner, pour continuer à lutter contre le terrorisme. Et c'est une pression considérable sur les preneurs d'otages. Je veux enfin dire un mot de celui qui était avec vous, Philippe Verdon, et qui a été tué l'année dernière. Je pense à sa famille. Je pense d'ailleurs à toutes les familles qui ont été éprouvées par des prises d'otages. Je veux lancer un message clair, simple, à tous nos compatriotes qui peuvent se trouver sur des zones que l'on dit à risque. Faites en sorte de ne pas aller là où vous pouvez être enlevés. Nous sommes dans un monde dangereux. Il y a des régions où il ne doit pas être accepté d'aller en voyage. Ce sont des règles. On sait maintenant les risques qui sont encourus. Il y a 3 ans, 4 ans, on pouvait encore se poser des questions. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. Mais je veux terminer par une note vraiment de joie. C'est pour un président de la République une épreuve que de vivre des prises d'otages, comme pour les Français, d'apprendre qu'un de leurs compatriotes a été enlevé. Mais c'est une joie extraordinaire de pouvoir assister à une arrivée, comme celle que vous avez eue, Monsieur Lazarevitch, cette joie que vous nous avez exprimée de retrouver les vôtres, de retrouver votre fille, votre mère, votre sœur, votre fils, tous vos amis. Et je veux maintenant vous dire, faites en sorte de témoigner de tout ce que vous avez vécu. Parce que c'est pour les Français aussi une fierté que de savoir qu'un des leurs a pu pendant 3 ans résister à tout, être là et exprimer, comme vous allez le faire, à la fois son bonheur et en même temps sa fierté d'être Français. Merci. Je vais être succinct, j'ai pas beaucoup de force. Je voulais juste vous dire que je voulais remercier la France, le peuple français, Monsieur le Président de la République et
tous les gens du gouvernement qui ont œuvré pour ma libération et la libération de tous les otages. Être otage, c'est un peu compliqué, c'est pas très simple, mais la vie est belle de retrouver la liberté. Je ne savais pas avant ce que c'était la liberté, j'avais oublié ce que c'était la liberté. Et n'oubliez jamais qu'être un homme libre, c'est faire attention à soi. Partout où vous allez, comme a dit Monsieur le Président, faites attention, parce que la liberté, c'est plus cher que tout. Quand on est pris, quand on est malmené, quand on est perdu, quand on est au bord de la mort, on pense plus à la vie. Je vous remercie tous d'être là. Et je dis encore une fois merci au peuple français et merci au gouvernement qui a tout fait pour nous libérer. Je vous remercie tous. Et vive la liberté. Vive la liberté. Merci, merci beaucoup. C'est vrai. Parce que la vie, elle est belle. Merci. Merci. C'est un très beau livre. Merci, merci. Vous ne verrez plus vous avez des nouvelles. Voilà pour ces images très émouvantes. Vous venez d'entendre Serge Lazarevich, donc le dernier otage français qui a atterri en France il y a quelques instants. On le voit en compagnie de sa fille qui vient de déclarer que la vie était belle et de son fils. On a entendu également le président de la République française, François Hollande. Betsabé, on parle avec vous un peu de cette libération, c'est votre premier clic d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors la presse, bien sûr, s'est jetée sur l'information hier avec des portraits, beaucoup, de Serge Lazarevich, en attendant sa libération, en attendant d'avoir plus de détails concrets. Et on est revenu beaucoup sur cette image de roc qu'il traîne avec lui. Encore aujourd'hui, colosse, dit-on dans la presse d'origine serbe, donc 1m98, 120 kg à l'époque de son enlèvement. Il a 51 ans, il a été donc on l'a dit par AQMI au Mali, c'était en 2011. Alors la question que se posent les médias, c'est était-il un agent du renseignement français? C'est la question que se pose notamment le journal 20 minutes. C'est la question qu'on s'est posée pendant ces nombreux mois de captivité. Alors d'un côté, on a un entourage qui dit qu'il se trouve au Mali pour affaires, qu'il voulait construire une cimenterie, mais lors de son enlèvement avec Philippe Verdon, AQMI avait présenté les deux otages français comme des agents du renseignement français. Et puis alors plusieurs sources d'ailleurs avaient relevé un passé plutôt trouble des deux otages en Afrique. Les autorités maliennes avaient fait part de leur étonnement puisqu'elles avaient constaté que les deux hommes ne s'étaient présentés ni à l'ambassade ni au consulat quand même. Et puis France Info rapporte les propos de Pascal Huppert, qui est le président du comité de libération de soutien, qui dément formellement la rumeur. Ce n'est pas un espion, il avait même un travail en France, a-t-il déclaré, tout en admettant quand même qu'il ne le connaissait pas quand même très bien. Donc quand même un flou qui plane sur ce passé de Lazarevich. Il faut dire aussi que celui qui a tenu captif, le garde qui a tenu captif Serge Lazarevich pendant ces années serait également celui qui a tué les deux journalistes de RFI qui avaient été enlevés également au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Voilà, on a encore ces images en direct de Serge Lazarevich qui arrive sur le sol français, qui est accueilli donc par des gardes de la République française. On l'a vu avec le président, avec le ministre de la Défense et sa famille. Ils ont tenu une petite conférence de presse. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Raphaël Rouchalmi, de ce discours de François Hollande? C'est rester chez vous, n'allez pas dans ces pays où vous êtes susceptible d'être enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne voyagez plus? Il faut être vigilant. Effectivement, aujourd'hui, il est très difficile de savoir où on ne peut pas être kidnappé. On peut être attaqué ou kidnappé un peu partout dans le monde. Il y a quand même des minimums de mesures que l'on peut prendre avant de partir en vacances, par exemple, ou en business dans certains pays, de vérifier auprès des autorités. En Israël, il y a des téléphones que l'on peut faire où l'on vous dit quel est le degré de danger pour chaque pays dans lequel vous vous rendez. Je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Il me semble qu'il ne faut pas être grand devin ou expert pour savoir que le Mali, c'est certainement l'un des endroits où
il n'y fait pas bon d'aller faire du camping ou du kayak. Ça me paraît évident. On va reparler de cette lutte contre le terrorisme. On l'a vu avec l'État islamique, mais on reparle de ce rapport du Sénat qui est sorti hier et qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis sur ces méthodes très musclées, des méthodes de torture utilisées par les agents de la CIA dans le cadre de la lutte antiterroriste après les attentats du 11 septembre. Vous qui êtes un ancien officier des renseignements militaires israéliens, est-ce que ça vous choque la description de ces tortures dans le cadre du 11 septembre? Est-ce que c'est aussi choquant qu'on a pu le lire ou qu'on a pu voir les réactions américaines? Non, une torture, c'est une torture. Il n'y a pas de torture sympathique, il n'y a pas de torture agréable. Donc, mais est-ce qu'on est parfois obligé de passer par là? Les méthodes sont qu'on appelle des tortures. Moi, ce qui me choque, c'est la torture à long terme. Je ne suis pas certain qu'elle porte ses fruits. L'intérêt d'une torture, c'est face à un danger imminent, une urgence d'obtenir une information pour éviter, par exemple, un attentat de grande ampleur. À ce moment-là, on peut considérer que passer par la torture peut peut-être obliger le suspect à nous donner les renseignements qui vont permettre d'agir rapidement. Là, ce qui dérange, c'est la torture à long terme et l'institutionnalisation de la torture. En fait. Oui, parce que plus le temps passe, plus le même suspect que vous détenez dans vos prisons est inapte à vous donner des renseignements. D'abord, une fois qu'il est pris, ses collègues ou sa cellule se réorganisent, se regroupent ailleurs, donc son information perd très vite de son utilité. À long terme, il ne peut y avoir qu'un désir de connaître une infrastructure, de l'infrastructure interne du mouvement, l'emplacement de certains entrepôts d'armes. Ça, c'est à long terme. Mais là, appliquer une torture violente, ce n'est pas toujours efficace. Donc, comme je le dis... C'est pas efficace, mais alors quel genre de pression psychologique ou physique on peut exercer? Je crois que vous avez C'est pas grave, vous pouvez l'éteindre tranquillement. Ça me torture l'esprit. Vous pouvez même répondre si vous voulez, si c'est important. Non, j'ai complètement... C'est peut-être Serge Lazarevitch qui vous passe un coup de fil. C'est la CIA qui me dit pourquoi tu dis ça. Ouais. Bon alors, comment on peut arriver à des résultats sans torture? Donc comment arriver à faire une pression psychologique? Parce qu'il faut quand même exercer une pression, j'imagine, sur ces détenus pour obtenir des informations. Voilà, alors en dehors de la torture, il y a d'autres moyens. Comme je l'ai dit, là, il faut avoir le temps. Donc la torture, c'est un moyen d'urgence. Lorsqu'il n'y a pas urgence, ce qui est rare, avoir un détenu pendant un an, quelle information voulez-vous obtenir d'un détenu au bout d'un an? Mais admettons, donc il y a toutes sortes de moyens. L'un des moyens principaux, c'est l'argent. Beaucoup de ces détenus, beaucoup de ces terroristes sont très très facilement corruptibles, achetables. Ils travailleront très facilement pour l'argent. Ça peut être de l'argent pour eux, ça peut être de l'argent pour leur famille. Il peut y avoir des promesses lors de libération. Ils ont droit immédiatement à un avocat. Si l'un de ces détenus à Guantanamo, par exemple, accepte de coopérer, il a immédiatement droit à un avocat. Il y a des degrés à Guantanamo des prisonniers, et donc à partir d'un certain degré de coopération avec la CIA, les droits judiciaires sont rétablis. Est-ce que c'est possible que des agents de la CIA ou ceux qui ont exercé ces tortures soient poursuivis en justice dans les mois qui viennent aux États-Unis? Oui, c'est possible. Ça peut être un problème. Je pense que d'un côté, il faut condamner évidemment l'usage de la torture, de la violence à mauvais escient. Il semble effectivement qu'il y aurait eu des bavures. D'un autre côté, on prend un risque. Parce que ces mêmes agents de la CIA, voyant qu'ils ne peuvent plus faire leur travail de la façon dont ils l'entendent, vont tout simplement prendre moins la peine d'arrêter et de détenir ces personnes, et il vaudra mieux tuer les gens sur le champ. Il vaudra mieux tuer les terroristes sur le champ que d'essayer de les prendre vivants pour obtenir une information, si vous n'avez plus les moyens ou le droit d'utiliser certaines méthodes qui, je le répète, sont condamnables, mais dans certains cas d'extrême urgence face à un péril d'un attentat de masse, peuvent être quand même justifiés, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen à ce moment-là d'arrêter le train en marche du terrorisme.
Merci Raphaël Yerouchalmi, merci Betsa Bessalem. On va se quitter sur ces images toujours de l'arrivée de Serge Lazarevitch en France. Serge Lazarevitch qui est donc le dernier otage français que vous voyez sur ces images. C'était il y a quelques minutes. Il venait d'atterrir sur le territoire français. Il a donné une courte conférence de presse. Voilà ces images que vous retrouverez tout au long de cette journée du dernier otage français d'origine serbe, franco-serbe, arrivé sur le sol français et enfin libre après 3 ans de captivité. Je vous rappelle qu'il avait été enlevé en 2011 au Mali par AQMI au Maghreb islamique. Voilà, c'est la fin de cette partie. Je vous retrouve juste après un court journal dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Il est 9h42 à Tel Aviv et c'est l'heure de notre page cinéma que l'on ouvre avec vous, Laetitia Loreni. Bonjour. Vous allez nous parler des sorties de la semaine, à commencer par le dernier épisode de la saga de Hobbit. On va partir pour une dernière fois en Terre du Milieu. Oui, en Terre du Milieu, donc dans l'univers de l'écrivain J.R.R. Tolkien, dont les livres ont été adaptés par Peter Jackson au cinéma. Ça a commencé par la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et là, c'est le dernier épisode de la trilogie du Hobbit, qui est en fait tout ce qui se passe avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec où on suit notre cher et tendre Hobbit Bilbo. Alors, dans le dernier épisode, l'épisode numéro 2, on s'était laissé où en fait les nains avaient récupéré leur royaume et leurs richesses, mais ils avaient laissé s'enfuir le méchant dragon Smaug qui est parti attaquer la ville, le lac Ville. On regarde tout de suite en image, on revient dessus juste après. Noyé dans l'obscurité. Voulez-vous la paix ou la guerre? Tout va se mêler. Je veux la guerre. Se mêler. Allez-vous me suivre? Une dernière fois. Donc voilà, donc pour le Hobbit, alors bien évidemment pour ceux qui n'ont jamais vu les épisodes précédents, il va falloir s'y mettre avant de regarder ce 3e épisode. C'est pas le genre de film qu'on peut voir si on n'a pas vu les épisodes, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille. Moi je suis rentrée vraiment, en fait je me suis mis à l'univers de J.R.R. Tolkien et de Peter Jackson avec le Hobbit avant de me mettre avec le Seigneur des Anneaux, puisque je pense que j'étais trop jeune. On peut commencer par le Hobbit et ensuite... En fait ça serait le choix idéal, puisque c'est ce qui se passe, comme j'ai dit, avant le Seigneur des Anneaux. Il faut faire les 6 films et chaque film dure à peu près 2h30. Donc c'est bien pour l'hiver, il fait très froid. Ouais, donc... à suivre cet hiver. Allez, autre film à ne pas manquer, ça se passe cette fois dans les banlieues françaises et ça s'appelle qu'Allah bénisse la France. Et c'est fait par le rappeur Abdel Malik, c'est son premier film dans un univers complètement différent, dans un monde complètement que celui de la Terre du Milieu, donc dans les cités de Strasbourg. Abdel Malik fait là un essai réussi, il est encensé par la critique avec son Allah bénisse la France. On regarde tout de suite en image. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. On se dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peur, rien. T'as besoin de gens rares? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. T'as choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super.
Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ça fait un peu penser au film La Haine. Hein. C'est complètement ce qui a inspiré Abdel Malik. D'ailleurs, c'est un cri social, tout comme l'était La Haine, c'était déjà il y a 20 ans. C'est un film important. C'est pas seulement un cri social, c'est aussi un grand hommage au cinéma. Abdel Malik, c'est un grand fan de cinéma. Il n'arrête pas de le dire en interview. Dans le film, on voit des plans qui nous rappellent des plans de même qui pourraient faire penser à Scorsese, Mathieu Kassovitz, qui a été donc son inspiration première avec La Haine. Et c'est vraiment un film qu'il faut aller voir. C'est pas du tout. Qui sort aujourd'hui, donc le 10 décembre. Comme tous les films dont je parle. Donc, comme tous les films dont je parle. Aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un film à aller voir au cinéma. Allez, on finit avec l'intrus de la semaine. L'intrus de la semaine, qui je le rappelle, n'est pas véritablement un intrus. Mauvais intrus. Le film qui fait pas non plus les grandes lignes des sorties de la semaine. Ça s'appelle Timbuktu. C'est un film mauritanien et français. C'est réalisé par le réalisateur Abderrahmane Sissako. Et c'est le premier grand film réalisé sur le djihadisme. C'est un long métrage qui oppose les forces de l'art à celles du fanatisme, tel qu'il a été institutionnalisé dans le nord du Mali. On regarde tout de suite en image à nous. Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Sana gusto ko sa dawal. Nagdawa ko sa auto. Bese ka gandon tugodi. Nebe gandon tugodi ka jega fereke. Okera sa. Nawa ka bolo tige de fa. Flan flani. Ayati. Kunna na ka kuna bidaya kuna birdo. Aka gele ka sabal. Na kon tado. Eh, wo shi mai wani. Wallahi. Ko yene façon قولوا لا تغطي راسها مش مليحة Donc c'est un film qui est extrêmement important, qui était présenté en compétition au Festival de Cannes. En fait, Timbuktu, ça retrace l'histoire, ça s'inspire d'un fait réel qui s'est passé en 2012 au Mali, où en fait il y avait eu la lapidation d'un couple qui avait eu des enfants hors mariage et du coup qui avait été par la charia condamné à cette mort terrible. Et en fait, le réalisateur s'est inspiré de ce fait réel en se disant ce fait réel a été sous-médiatisé à travers un film. J'ai envie de mettre en avant les horreurs, la barbarie humaine qui se passe dans cette région africaine. Et donc, dans le film, c'est pas la lapidation d'un couple, c'est en fait la condamnation d'un homme qui a tué un pêcheur qui en fait maltraitait sa propre vache, qui s'appelait GPS. À travers l'humour et la poésie, il se bat et il met en avant le fanatisme et le djihadisme au Mali. Allez voir donc Timbuktu. Ouais. Merci Laetitia. On va rester dans le cinéma avec cette question cruciale. Que deviennent les ex-James Bond girls? Ça intéresse tout le monde. En tout cas, David Gombin a jeté un œil non dénué d'intérêt. Regardez tout de suite. La semaine dernière, c'est en grande pompe que Sam Mendes a dévoilé le nom, la voiture, mais surtout les nouvelles James Bond Girls. Léa Seydoux et Monica Bellucci seront donc à l'affiche de Spectre, le nouveau 007, 24e du nom. On le sait, Bond collectionne les belles femmes, mais après 54 ans au service de Sa Majesté, que sont-elles devenues, ces filles toutes plus jolies les unes que les autres? La plus emblématique, c'est peut-être la Suissesse Ursula Andress. La première du nom s'est surtout faite remarquer pour son bikini dans James Bond 007 contre Dr. No. Un bikini vendu aux enchères en 2001 pour la modique somme de 35 000 livres sterling. Si Ursula connaît la gloire dans les années 60 et joue pour Mastroianni et Terence Young, donne la réplique à Elvis Presley, elle se rabat sur le cinéma italien dans les années 60, comme dans ce film de fantaisie romantique, La Caverne de la Rose d'Or. Eunice Guesson est la seule à avoir eu le privilège de jouer par 2 fois aux côtés de Bond. Dans Dr. No et dans Bon baiser de Russie, elle incarne Sylvia Trench. C'est elle qui a inspiré Bond avec sa célèbre réplique. Trench. Sylvia Trench. Elle retombera dans l'anonymat aussi vite qu'elle en est sortie. Si certaines actrices n'ont pas su vraiment exploiter leur éphémère gloire, pour d'autres, c'est un rôle qui va leur servir de tremplin. La plus emblématique d'entre elles, Carole Bouquet, en 1981, dans Rien que pour vos yeux, elle éblouit. Quand elle incarne Mélina Havelock, elle a déjà joué pour les plus grands, Louise Buñuel, Bertrand Blier. James Bond va la faire décoller. En 2014, on la retrouve toujours à l'étranger dans la mini-série américaine Rosemary Baby d'Agnieszka Holland.
Mais comment parler des James Bond Girls sans parler de Sophie Marceau, de Kim Basinger, d'Halle Berry et des autres? Les autres, ce sont les illustres inconnus et qui le sont restés, comme l'Israélienne Aliza Gour, cette belle brune connue pour cette dispute de gitane, et la franco-israélienne Saskia Cohen-Tanucci, dans Jamais plus jamais, devenue professeure de dramaturgie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et encore Maud Adams, la suédoise, qui donna la réplique à Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or, et que les fans de la série That 70 Shows ont vu apparaître en invité dans la seconde saison. Quant à Mariam Dabo, Cara Milovi dans Tuer n'est pas joué, elle a su rebondir en coécrivant un livre sur les James Bond Girls. James Bond aime les femmes, mais officiellement il ne s'est marié qu'une fois. Un premier mariage pas très heureux, puisque sa chère épouse Tracy se fait assassiner Au service de Sa Majesté. Aujourd'hui, Diana Trigg incarne un rôle bien moins sexy, Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Alors Spectre marquera-t-il l'envol ou le déclin de Monica Bellucci et de Léa Seydoux? Pour le savoir, rendez-vous en salle le 6 novembre 2015. Ça vous parle, Rudy, ces James Bond Girls? Évidemment que ça me parle. Ça ne peut pas être autrement. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, c'est incroyable. Absolument. Bon, allez, c'est le critère en même temps. Bien sûr. On passe à la revue du web et on parle de ce tollé provoqué par ce rapport dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Le rapport qui accuse la CIA de torture après les attentats du 11 septembre. Oui, un tollé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sujet est très commenté depuis hier sur le net autour du hashtag CIA rapport pour Amar, par exemple, qu'on va voir. Ce rapport est un autre chapitre noir de l'histoire américaine après le génocide des Indiens d'Amérique et aussi après l'esclavage. Pour Jean-Marc Fauché, un simple mea culpa de la CIA est inacceptable. Il faut exiger que les responsables soient traduits en justice. Évidemment, les différents points de ce rapport sont décortiqués, repris par les internautes, notamment celui-ci que relève Taco. La torture n'a servi qu'à nous créer des ennemis inutile, donc la torture pour lui. Et puis pour Sophie, ce rapport a tout l'air d'être une sorte de bombe à fragmentation. On va retrouver des éclats partout à suivre, nous dit-elle. Et puis moins mordant et plus diplomatique, évidemment, ce tweet de l'ambassadeur, c'est comme ça qu'on dit, de Suède en France, Veronica van Danielsson, qui tweet cette citation de David Ignatius: se confronter aux démons du passé est le premier pas vers une rédemption nationale. Alors est-ce que la CIA a réagi sur la toile? Oui, elle a réagi, elle a même contre-attaqué complètement sur le net en lançant hier ce site que vous voyez, un site internet baptisé CIA Save Lives. La CIA a sauvé des vies. Alors l'idée, ce n'est pas... c'est l'argument qu'on lui reproche. On dit que finalement, non, c'est faux, elle n'a pas sauvé de vie. Alors c'est ce qu'ils essayent de démontrer. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de contester le recours aux techniques brutales d'interrogatoire, à la torture. Ça, ils l'assument complètement. C'est contester l'inefficacité de ce rapport. Absolument. C'est-à-dire qu'ils disent, ils vont la justifier en vantant son efficacité et en démontrant aussi sa légalité. À l'origine de ce site, il y a un groupe d'anciens responsables de l'organisation qui ont à eux tous des siècles d'ancienneté cumulée. Et idem, sur le compte Twitter de l'organisation, un lien est donné vers un long document de justification. Donc cette affaire n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de tweets encore. Allez, on parle maintenant de Sony, victime d'un piratage informatique. Oui, je vais me muer un petit peu en Laetitia Lorini de Bazar. Alors ce film, il s'appelle The Interview, c'est une comédie et sa sortie, elle est prévue pour le 25 décembre, pour Noël. Il raconte l'histoire d'un complot contre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et cela n'a pas du tout plu aux fans du dictateur. Ils ont tout simplement piraté le site de Sony Pictures. Regardez ce message du groupe qui s'est baptisé GOP pour Guardian of Peace, gardien de la paix, et il est écrit renoncer immédiatement à la diffusion du film terroriste qui peut rompre la paix régionale et entraîner la guerre, le tout dans un anglais très approximatif. Alors au-delà de l'anecdote, des liens permettant le téléchargement de plusieurs gigabits de données qui auraient été dérobées sur le réseau de Sony figurent dans cette lettre, donc il s'agit d'un véritable piratage. Alors est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces Guardian of Peace? Alors selon des sources proches de l'enquête, il s'agit tout simplement du pouvoir central de Pyongyang. Il s'agit donc tout simplement du pouvoir de Kim Jong-un qui serait derrière ce piratage, et un diplomate nord-coréen même a nié toute implication. Mais on sait aussi qu'une lettre avait été envoyée par la Corée du Nord à l'ONU pour faire interdire ce film. Donc c'est une affaire d'État. Donc évidemment, les premières personnes qui sont pointées après ce piratage, c'est directement le pouvoir de Pyongyang. Alors pour mettre tout le monde d'accord, je vous propose de regarder un petit extrait.
You are entering into the most dangerous country on earth. Ouais. Laetitia, ça vous donne envie? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, à mon avis, hors caméra, c'est que, à mon avis, quand on fait un film comme ça, on sait déjà, enfin, c'est de la provoque déjà, c'est une comédie qui dénonce un petit peu, pas même qu'un petit peu, qui dénonce complètement un régime, et donc, ils font ce film-là. Derrière ça, gros coup marketing. À mon avis, c'est pas ça. Cela Tout dit, ça, il y a ça cache. quand même des données qui ont été dérobées. C'est-à-dire que c'est un piratage de très haut niveau et assez sérieux. Donc, Allez, on va Ça- se quitter ça avec intéressera une pas le dernière vidéo très mignonne. C'est en tout cas ce qui est écrit sur ma feuille. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il s'appelle Tegan. Il a seulement 2 ans et 3 800 000 personnes l'ont vu danser sur YouTube, tout simplement parce que, malgré son jeune âge, il danse très très bien et qui plus est, sur de la musique électronique, ce qui n'est pas facile. Eh bien, on va regarder un petit extrait de sa chorégraphie qui fait un buzz sur Internet et je vous explique pourquoi il danse si bien. I walked into the room dripping in gold. I walked into the room dripping in gold. Un grand danseur. Hein. Son père est danseur de hip-hop. C'est ça, et c'est bien le secret. Merci beaucoup, Rudy Saada. Merci Laetitia Loreni. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit sur i24 News. Excellente journée à tous.